Qui veut commencer? Édouard, Bro? Bonjour, donc je m'appelle Édouard Bro, je suis en charge des relations avec les médias et les personnalités publiques sur Facebook pour la France et l'Europe du Sud. Et donc par personnalité publique, on entend toute personne qui utilise nos réseaux pour communiquer et diffuser du contenu, notamment de nombreux chefs. Barthélémy Collin. Bonjour, je suis Barthélémy, je m'occupe des relations avec les créateurs pour la plateforme YouTube. Et par créateurs, j'entends les gens qui créent du contenu sur la plateforme YouTube, incluant les chefs. Valentine. Bonjour, je m'appelle Valentine et puis je suis pêcheuse au harpon professionnel. Et puis je crée du contenu un peu à travers la planète en attrapant ma propre nourriture, afin de promouvoir la connexion avec la nature et puis la proximité également avec la nourriture. Valentine Thomas, vous avez une grosse communauté sur Instagram surtout. Hein. Vous avez 200 000 followers, je crois, qui suivent vos engagements pour la pêche durable. C'est bien ça? Oui, j'ai 217 000. 217 000, d'accord, on va être précis. Olivier. Bonjour Olivier, je suis restaurateur étoilé Michelin à Rouen en Normandie. Et moi je suis un peu, je pense, le chef qui se débat un peu dans les réseaux pour essayer d'exister et d'être visible. D'accord, bah ça tombe bien, on est là pour ça. Patrick Rougereau. Bonjour, Patrick Rougereau, donc photographe culinaire basé en Normandie aussi et à Paris. Alors j'ai une première question à vous poser qui est un peu provocatrice, mais est-ce qu'aujourd'hui faire des plats qui ne sont pas instagrammables, facebookables, est-ce que c'est une faute professionnelle pour un chef ou est-ce que c'est encore tolérable? Parce qu'on a l'impression qu'on va devoir designer les restaurants entièrement pour faire des photos sur Instagram. Qui a envie de se lancer là-dessus? Édouard. Oui, c'est pour moi. En fait, je pense qu'il y a peut-être une incompréhension par rapport aux attentes des utilisateurs sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les utilisateurs ne sont pas à la recherche de contenu institutionnel, très léché, très travaillé, et ils sont plutôt à la recherche d'authenticité. Et c'est on va préciser que Facebook, ça regroupe Instagram. Hein, bien sûr, Facebook et Instagram, c'est la même maison. Je parle pour les deux. Ce sont des réseaux sociaux qui, comme leur nom l'indique, permettent aux gens d'échanger, de commenter, de discuter. Et donc c'est vrai que des photos ou des vidéos qui seraient trop produites, trop léchées, trop institutionnelles ne représentent pas un intérêt particulier pour le grand public qui de plus en plus est intéressé par les coulisses, essayer de comprendre le pourquoi, du comment. Et d'ailleurs on voit parfois qu'il y a une prime aux contenus qui sont plus authentiques et dont la forme n'est peut-être pas forcément aussi aboutie parce qu'ils sont à la recherche d'authenticité. Et c'est ça qui est intéressant et c'est tout le travail qu'on fait avec les chefs. C'est pas seulement de les inciter à faire des contenus très aboutis et à les publier, mais également d'aller plus loin, de montrer les coulisses et on se rend compte que c'est ce qui intéresse le plus les gens. Donc oui, des contenus très aboutis, c'est intéressant, mais ça n'est pas suffisant dans le cadre d'un réseau social qui est propice à la conversation. Alors Valentine, comment on travaille une image finalement pour Instagram? Comment ça se passe? Je suis relativement d'accord avec Édouard. Avec Édouard. Mais je trouve que beaucoup dans la restauration, je trouve que les gens n'utilisent pas suffisamment leurs réseaux sociaux. Je pense que surtout quand on vient dans ma génération, avant d'aller à un restaurant, le premier truc que je vais faire, je vais regarder les reviews sur Google et puis après ça, je vais aller voir leur page Instagram. Donc je pense c'était ma prochaine question. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, le digital d'une manière générale, que ce soit YouTube, que ce soit Instagram, que ce soit Facebook, c'est pas devenu une partie intégrante de l'expérience du restaurant? Est-ce que ça commence pas par ça? Donc vous nous dites, oui, ça fait partie de l'expérience. Et comment on réussit à attirer l'attention? Alors du coup, comment vous faites pour faire une image, pour commencer simplement, qui soit réussie sur Instagram, qui va interpeller, faire de l'audience? Il faut que ça soit visuellement beau et puis il faut que ça soit également, comme Edouard le mentionnait, il faut que ça soit authentique. Donc les gens aiment beaucoup savoir justement derrière des explications, des images sur derrière ton plat, Quand par exemple je vais à la pêche, donc je vais expliquer, je vais poser des photos, je vais dire ça c'était ma journée, j'ai attrapé de la langouste aujourd'hui. Vous mettez en scène votre journée? Exactement. Et puis après ça, là, je vais avoir une photo du plat que j'ai créé sur la plage. Mais ça va être aussi des photos de comment ça a été cuisiné, tout le travail qui est mis derrière.
Donc c'est un peu tout. Patrick, peut-être pour prolonger sur l'expérience d'une photo réussie, puisque toi tu es photographe. Oui, complètement. Alors c'est vrai que moi j'ai animé un débat avec Laurent Petit il y a 15 jours, 3 semaines à ce sujet-là, et Laurent nous disait, alors il n'est pas là ce soir, je suis son porte-parole, mais nous disait que pendant des années, lui, il a créé ses recettes pour qu'elles soient instagrammables. Il a créé ses recettes pour Instagram. Il pensait forcément à Instagram quand il créait une recette, et aujourd'hui il me dit, moi j'ai fait complètement abstraction de ça, mes assiettes sont moches, tout est relatif quand on va chez Laurent Petit, mais il me dit c'est un critère que je ne prends plus en compte. Et je dirais que moi j'ai le même problème en photographie culinaire. C'est vrai que on se met des barrières, on est des créatifs, que ce soit chef ou photographe, et je pense qu'on se met des barrières avec les réseaux sociaux parce qu'on sait que c'est aussi un défouloir le réseau social, et que on va pas forcément au bout de la créativité qu'on voudrait mettre en place parce qu'il y a une sanction qui tombe aussi très vite. Et je pense que les chefs aussi peut-être vont pas... Enfin, faut pas que l'image prenne le pas sur le goût, parce que ce qui restera à mon avis, de toute façon, c'est le goût. À un moment donné, les réseaux sociaux sont là peut-être pour amener le client dans le restaurant, mais au final, l'expérience qui restera, c'est celle du goût, quoi. Alors Barthélémy, est-ce que les réseaux sociaux, est-ce que YouTube notamment, font partie d'une expérience au restaurant aujourd'hui ? Moi, je dirais qu'aujourd'hui, même si on sort de tout ça, il faudrait comprendre ce qui explique l'engouement qu'ont les gens pour regarder de la cuisine et de la pâtisserie à la télévision. C'est simplement parce que derrière la belle image, il y a des heures et des heures de travail. Et qu'aujourd'hui, on a les images, mais on a aussi, ce qui intéresse de plus en plus les gens, c'est comment on est arrivé là. Comment on va sourcer ses produits, comment on va créer ses recettes, qu'est-ce qui se passe en cuisine. Moi, j'arrive à 12h30 au resto, mais les cuisiniers, ils sont là depuis 8 heures. Et l'intérêt des chaînes YouTube des chefs aujourd'hui et de la vidéo, c'est de pouvoir montrer tout ce cheminement et le process qui fait qu'on va plus seulement aujourd'hui, quand on cherche à aller dans un restaurant, regarder le résultat final, mais également s'intéresser à pourquoi le chef il nous a amené là et comment il nous a amené là. Et les gens vont sur Google, mais les gens vont aussi sur YouTube, qui est la deuxième plus grosse plateforme de recherche en France. Ils vont faire des recherches, ils vont regarder s'ils trouvent quelque chose, que ce soit le chef qui parle ou que ce soit une émission qui a été produite et ensuite mise en ligne sur la plateforme, et ils vont trouver des informations complémentaires sur ce qu'ils vont pouvoir aller manger et l'expérience qu'ils vont pouvoir vivre. Donc je pense qu'effectivement ça fait partie intégrante, parce que les nouvelles générations, et pas que, s'intéressent de plus en plus à avoir un maximum d'informations devant la pléthore d'offres qu'on a en termes de restaurants et de chefs, avant d'aller quelque part, avoir un maximum d'informations et s'assurer qu'on va passer un bon moment. Alors Olivier Da Silva, vous me disiez, par rapport à tout ça, vous vous sentez démuni ? Non. Enfin, avant de se sentir démuni, on a essayé de prendre le pas et d'avancer sur les réseaux. Moi, je me suis attaqué à Facebook très très fort. Par de la photo au début, on a compris que la vidéo prenait le pas aussi sur... Alors on va en parler de la vidéo, je ne veux pas ouvrir ce dossier-là, ouais. Mais effectivement Facebook a lancé Facebook Watch et il y a une compétition entre les deux réseaux. Mais on a développé la vidéo qui avait beaucoup d'impact. Et après, ce qui était important pour nous, c'était de montrer le cheminement justement du sourcing produit, de montrer nos équipes et de montrer nos producteurs. Donc on a fait quelques séquences vidéo très courtes qui ont bien marché, qui ont eu beaucoup de vues sur la pêche à la Saint-Jacques. Mes équipes photos sont parties toute la journée pêcher, et donc après nous on réutilise ça un maximum pour montrer et éduquer aussi notre clientèle. Donc vous avez des équipes photos, vous avez un dialogue avec des créatifs. J'ai un photographe et un vidéaste qui sont des amis et des clients du restaurant, donc depuis 6 ans avec qui on travaille. Donc ils nous proposent des choses, ils sont tout le temps... Enfin, c'est quelque chose qu'on a vraiment intégré tous les jours dans notre façon de travailler. D'accord. Mais par contre, je reviens sur les plats, à aucun moment on crée nos plats pour Instagram ou pour Facebook. Nous, on fait plutôt des photos à la volée, il vient en cuisine pendant le service, rien n'est trop préparé, il y a quelques photos studio des fois, mais sinon c'est vraiment fait pendant le service et en direct. Mais les utilisateurs font des photos de vos plats. Oui, ben, nous, la cuisine est ouverte, donc ils nous prennent en photo, ils nous filment pendant le service. Ce que je veux dire, c'est est-ce que c'est frustrant quand, en tant que chef, quand un utilisateur va faire une photo sur Instagram d'un plat, et on se dit, bon, il aurait pu mieux le photographier quand même, c'est pas très bien éclairé, c'est pas... Non, enfin moi je m'arrête pas à ça, c'est ingérable de toute façon, mais c'est vrai, donc après, bon, je pense que les gens savent bien que c'est fait par des amateurs avec la mauvaise lumière. Et... Vous travaillez pas la lumière non plus pour que le plat soit plus photographiable ? Non, on n'a pas été jusque-là. Non. Mais je rajouterais bien quelque chose par rapport à tout ça, en fait, c'est que je crois que spécialement les chefs, dans une génération où tout se fait sur les réseaux sociaux, et puis considérant que la plupart des choses qu'on mange ont un effet qui est extrêmement négatif sur l'environnement, je crois que c'est beaucoup la responsabilité des chefs et des restaurateurs d'utiliser ces réseaux sociaux-là, non seulement pour faire la promotion de leur restaurant et
et de leur business, mais également de partager avec leur public et puis de rendre populaire, de rendre souvent également beau des produits qui sont pas nécessairement populaires. Donc on a par exemple on a une obsession avec le thon, le saumon, et puis il y a des milliers et des milliers d'espèces de poissons, il y a plusieurs légumes Et dont votre personne n'a engagement à entendu vous, parler. il faut le préciser, c'est la pêche durable. Hein. Vous êtes Oui, pour la pêche oui, c'est la durable. pêche durable, oui. Mais je crois que c'est ça. Les réseaux sociaux doivent être utilisés non seulement pour faire la promotion de ce que tu fais puis de vos plats, mais également de faire la promotion de produits qui sont locaux et puis qui sont durables. D'accord. Pas forcément mettre des beaux produits au sens produits nobles, mais mettre en valeur des produits moins nobles qu'on peut traiter esthétiquement. Exactement. Mais vu que c'est basé sur la photo, c'est justement tu fais des plats avec des produits qui sont méconnus et puis tu incites beaucoup le public à changer ses habitudes et puis à prendre des meilleures décisions après ça à l'épicerie et puis au restaurant. Juste sur la partie technique, parce que vous avez une équipe de vidéastes, photographes, ce sont des clients, des amis. Vous travaillez comment? Alors vous avez quel type de matériel? Parce que vous avez des photos de très bonne qualité. Vous avez quelqu'un avec vous qui vous photographie? J'ai un iPhone. Vous avez un iPhone. Vous travaillez à l'iPhone et vous avec une selfie stick ou Non, je demande souvent des gens autour de moi est-ce que vous pouvez prendre une photo. Puis des fois je suis un peu chiante, je leur demande d'en prendre encore et encore et encore, mais. Donc on va leur faire toute une pellicule et puis après entre guillemets, puis après vous choisissez. Exactement. D'accord. Alors, il faut pas avoir de l'équipement nécessairement professionnel. Désolé. Pour pouvoir prendre la belle photo pour son restaurant. Avec un iPhone maintenant, la technologie est tellement bonne qu'avec si tu n'as pas les moyens d'avoir un budget communication, tu n'es pas nécessairement obligé d'avoir un photographe professionnel. Désolé encore. Tu peux réussir à faire des trucs qui sont magnifiques avec des filtres et puis un nouvel iPhone. La qualité est très belle. Alors aujourd'hui, une question pour Edouard et pour Barthélémy. Comment on se distingue de ses concurrents sur les réseaux sociaux? Parce que c'est excessivement difficile aujourd'hui d'être original. On a l'impression que tout a été fait quasiment. Donc il y a l'enjeu de la vidéo dont on peut parler, mais est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres stratégies à développer? Edouard. Allez, c'est pour moi. Je pense qu'on va se retrouver avec Barthélémy sur ce sujet. Je pense que le facteur différenciant, c'est encore une fois l'authenticité. Et ce qui intéresse les spectateurs, les utilisateurs, c'est vraiment d'essayer d'avoir un accès direct à un univers auquel ils n'ont peut-être pas forcément accès. C'est notamment le cas avec les chefs étoilés. Et donc on parlait de la philosophie du chef, d'essayer de comprendre quel est son terroir, quels sont ses fournisseurs, quelles sont ses contraintes, quelles sont ses nouvelles idées. Et plus on met d'authenticité dans son contenu, plus ce contenu aura du succès. Et pour parler de Facebook et d'Instagram, le format des stories notamment est particulièrement adapté parce qu'il permet de faire des contenus éphémères qui peuvent être beaucoup plus amateurs dans leur manière d'être réalisés, qui ne sont captés que par le téléphone portable, donc qui ont cette dimension vraiment de proximité où on sent vraiment que le chef a le téléphone dans sa main et nous fait rentrer dans sa cuisine, au marché avec lui, etc. Donc les stories sont un bon moyen, et notamment d'ailleurs pour les chefs qui ont parfois du mal à se lancer dans la création de contenu, parce que c'est vrai que ça demande quand même un certain effort sur soi, et puis d'avoir une approche un petit peu artistique, alors qu'avec une story, on a beaucoup plus de moyens de créer assez aisément du contenu. Et puis après, ces stories, elles peuvent renvoyer, il y a des liens sortants qui peuvent renvoyer vers des vidéos, qui peuvent renvoyer, et ça c'est aussi très important dans l'écosystème de Facebook, vers des liens pour réserver une table dans un restaurant. Donc notre idée, et c'est toute la philosophie sur Facebook et Instagram, et c'est le travail de mon équipe, c'est d'accompagner les chefs et les restaurateurs pour aller chercher l'audience la plus large possible sur la plateforme et l'audience la plus adaptée à ce qu'ils créent, afin ensuite de pouvoir transformer cette audience en réservation. Chacun a sa stratégie. Ça peut être vendre des livres de cuisine, ça peut être des réservations, ça peut être des vidéos qui sont par ailleurs monétisées. Donc l'idée, c'est vraiment, et notre travail, c'est d'accompagner les uns et les autres à créer cette audience pour ensuite transformer cette audience en quelque chose.
Alors les chefs t'appellent souvent pour avoir des conseils. Quels sont les conseils qu'ils te demandent en général? C'est quoi le premier appel d'un chef étoilé quand il appelle Facebook au secours en quelque sorte? C'est quoi? Il y a souvent un besoin, et donc ce besoin, ça peut être l'internationalisation, l'ouverture d'une boutique, de la diversification, et donc il est important pour nous de les aider, comme je le disais tout à l'heure, à générer une audience qui leur permette ensuite de porter le message. Et après, c'est à chaque chef de trouver son propre axe créatif, et donc ça peut être... et d'ailleurs, il y a une variété de types de contenus. Ça peut être sur la provenance des produits, ça peut être sur l'esthétique, et ça c'est aussi quelque chose qui fonctionne, des plats ou des créations. Ça peut être sur le terroir, et donc chacun, après, il va de son pilier de communication, ou en tout cas de ce qu'il a envie de véhiculer sur la plateforme, pour après aller accompagner un objectif qui peut être business ou pas. Et Barthélemy, alors la stratégie sur YouTube pour se démarquer des autres restaurants? Alors, c'est un peu effectivement ce qu'a dit Edouard, on est autour de la créativité, on est autour de l'authenticité. L'authenticité, ça va simplement de faire en sorte d'être soi-même face à la caméra, ce qui n'est pas tout le temps évident. Donc parfois c'est plus simple de montrer autre chose, donc comme on le disait, sourcer les produits, montrer comment ça se passe au restaurant, dans les cuisines, ne pas forcément se mettre en scène, il n'y a pas forcément d'obligation. On va aussi avoir la créativité. Aujourd'hui, il y a plein de chefs qui viennent me voir et qui me disent mais moi je suis pas créatif, je sais pas faire. Mais vous prenez des patates et vous en faites des œuvres d'art, donc quelque part vous êtes créatif, quoi qu'il en soit, quoi que vous en pensiez. Et aujourd'hui, je compare très souvent la cuisine à l'art, et à la peinture même, et quand on imagine ce qu'on aurait pu faire si Léonard de Vinci avait filmé les coulisses de ses créations. Aujourd'hui, on paye des millions. Si Léonard de Vinci avait été sur YouTube ou Instagram ou Facebook, on paye des millions pour étudier ses toiles couche par couche, voir ce qui s'est passé dans le temps, etc. Aujourd'hui, quelqu'un qui crée une œuvre d'art, la finalité, effectivement, c'est une photo qu'on va retrouver sur Insta. Sur YouTube, on va avoir la possibilité de montrer tout le processus créatif et tout le travail qu'il y a derrière. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant avec la vidéo, c'est qu'on va pouvoir partager plus que ce qu'on peut retrouver sur une photo, et notamment quand on a des engagements forts, on en a parlé aussi, notamment la saisonnalité des produits, toutes ces choses-là, c'est vraiment important de pouvoir partager ça et de montrer ses combats. Et quand on n'a pas forcément de combat et que son combat c'est simplement de montrer le quotidien d'un cuisinier, ou au contraire de remplir son restaurant, il y a plein d'autres méthodes créatives pour faire des vidéos qui, on est d'accord, n'ont pas besoin d'avoir une caméra extraordinaire. L'iPhone est un très bon outil, n'importe quel smartphone aujourd'hui est un outil suffisant, avec un micro parce que le son c'est important, mais n'importe qui peut se lancer, et si le chef en lui-même ne se sent pas l'âme d'un cinéaste, souvent il a quelqu'un dans sa brigade, dans son équipe, qui peut prendre les choses en main et qui peut s'occuper de filmer, faire des mini-montages et mettre en ligne la vidéo. Tout est très simple aujourd'hui, et on est là pour accompagner les volontaires. Valentine. Je pense aussi qu'il y a une grande question d'accessibilité, spécialement quand tu penses à un chef qui a 1 ou 2 ou 3 étoiles Michelin. Les gens ont envie de leur parler. Et puis les réseaux sociaux, ça donne la possibilité de faire des séances de questions en ligne. Ça prend 1 heure, donc c'est un peu des moyens non seulement de faire découvrir des coulisses, mais aussi de vendre la personne comme humain et pas seulement la nourriture. Ça rejoint ma question, c'est est-ce qu'aujourd'hui un chef ne devient pas le leader d'une communauté? Est-ce que finalement, autour d'un restaurant, il ne se crée pas une communauté d'habitués, une communauté de fans qui ne vont jamais venir au restaurant, mais qui vont aimer Olivier Da Silva parce qu'ils vont vous aimer juste de lointainement? Est-ce qu'on ne devient pas, on ne change pas de travail? Et ensuite, peut-être sur Valentine, pour comprendre comment on gère une communauté. Est-ce que vous avez une Non, mais d'abord Olivier, puis après Valentine. D'abord. Alors, est-ce que vous avez le sentiment d'être devenu chef d'une communauté? Petit chef d'une petite communauté, oui. Ça prend de l'ampleur. Ça change quoi au métier de restaurateur, de chef? C'est une image qui est encore différente. Déjà, quand on n'est pas étoilé et qu'on le devient, on change de monde. Et maintenant, le monde va vite, tout va vite. On croise des gens dans la rue qui vous connaissent que par les réseaux sociaux. Je croise des chefs ici qui sont carrément à l'opposé de moi, et on ne se connaît que par ça. Donc il y a forcément une communauté, tout le monde se suit, et tout se sait. Enfin, à condition qu'on partage ce qu'on fait le mieux possible sur les réseaux, en tout cas. Et ça change quoi avec vos clients, alors, qui fassent partie de votre communauté? Il y a des échanges, comme là on a eu 6 ans, le restaurant a eu 6 ans ce mois-ci. J'ai reçu une multitude de messages sympathiques
est très amical, il y a un lien qui se fait, parce que pareil, nous on arrive aussi à les suivre, donc on interagit aussi sur leur page, sur ce qui se passe dans leur vie. Donc une partie de votre métier, entre guillemets, ça devient aussi ça, le dialogue avec votre communauté. Là, on a été obligé de le prendre en compte, de toute façon c'est là, donc il faut le faire. Alors Valentine, comment on gère une communauté? Vous avez 200 000 followers, ce qui est beaucoup quand même sur Instagram. Comment on gère sa communauté? Vous devez recevoir des messages tout le temps. Est-ce qu'on répond systématiquement? Est-ce qu'on est amical? Est-ce qu'on est... Voilà. Je reçois toutes sortes de messages, des gentils et des moins gentils. Mais c'est quand on est... Les réseaux sociaux nous permettent de créer des communautés, et puis ça nous permet de rejoindre beaucoup de personnes, beaucoup plus qu'il y a 20 ans. Et puis je crois que il faut être capable de faire les bonnes décisions, puis être capable d'utiliser ces réseaux sociaux-là de manière qui va être positive. Comment vous avez fait grandir votre communauté à vous? C'est quoi? En créant du contenu qui était original, du contenu qui était authentique. Et puis sur mes réseaux sociaux, je suis très ouverte aux gens. Je fais souvent chaque fois que je suis dans une ville différente, j'organise des rencontres. Donc, OK, je vais être au café en telle rue et telle rue. J'ai toujours une dizaine de personnes qui viennent. Vous annoncez sur vos réseaux, ouais. Je vais être à tel endroit, à telle heure, rencontrons-nous, en gros. Exactement. C'est ça. Je suis un peu l'extrême parce que j'ai même fait, en avril dernier, j'ai fait un dîner chez moi. Et puis je l'ai annoncé sur les réseaux sociaux, je lui ai dit qu'on se connaisse ou qu'on se connaisse pas. Je fais un barbecue. Et puis j'ai fait des tacos de poisson avec du poisson que j'ai attrapé. Il y a plein de monde qui est arrivé? Il y a à peu près une 50aine de personnes qui sont venues. Bien. Et puis j'ai eu des discussions qui étaient extraordinaires. Et puis on se concentre souvent sur le côté négatif des réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux, ça crée un effet de communauté. Puis il y a vraiment il y a une manière de rendre ça beau, il y a une manière de rendre ça humain. Et puis c'est le manque de connexion qui se crée avec tout ça, en fait. Il y a vraiment moyen de tourner ça de manière... Il y a beaucoup de gens, quand ils vont dans un restaurant, ils vont pas nécessairement pour la nourriture, mais ils vont pour le chef. Si ce chef-là ouvre un peu plus sa vie puis son côté plus personnel, je vois pas du tout pourquoi la clientèle augmenterait pas à cause de ça. Il faut oser aller vers les autres, leur proposer des idées comme venez dîner chez moi, je fais un barbecue, etc. Il faut oser faire ce type d'initiative. Les gens pensaient que j'aurais terminé découpé en morceaux dans un sac de poubelle, mais je suis encore ici. Non, ça m'a jamais déçu, rencontrer les gens, et puis c'est ça, tu sais, s'ouvrir aux gens et écouter ce que les gens ont à dire. Parce que oui, c'est sûr que, en tant que, bon, j'aime pas du tout le terme influenceur, mais bon, quand tu as accès à beaucoup de gens, c'est non seulement il faut que tu fasses attention, il faut que tu partages une information qui est importante, spécialement pour la protection de la planète et puis des choses positives. Je pense qu'il faut aussi comprendre que tu as beaucoup à apprendre de ton public. Donc, c'est s'ouvrir à tous ces gens-là. On apprend aussi de son public. Ça, je vous vois hocher de la tête. Vous êtes d'accord, Olivier? C'est un échange. On apprend aussi de son public. C'est toujours des échanges. Donc, on a aussi le feedback des clients mécontents ou très contents. Donc, ça nous permet aussi, c'est toujours un curseur qu'on arrive à jauger pour pouvoir s'améliorer. C'est important aujourd'hui. Ah oui, c'est primordial. Edouard, quels sont tes conseils pour gérer une communauté alors? Comment on gère, comment on fait grandir une communauté? Je me répète, mais je pense que l'authenticité, encore une fois, est le maître mot. Est-ce qu'on répond à tout le monde ou est-ce que... Non, mais après, il y a quelques outils qui permettent d'échanger sans forcément avoir un rapport individuel avec chaque membre de sa communauté. Il y a de plus en plus de chefs, notamment, qui font des lives. Et ça, c'est une bonne opportunité aussi pour créer le contact. Mais ce qui est très important, c'est quand on fait ce type d'exercice, c'est de jouer le jeu de la communauté. Donc, si on fait un live, il faut regarder les commentaires, il faut répondre aux questions. Et je trouve que c'est un formidable moyen pour les chefs de montrer qui ils sont. Et par exemple, un chef comme Philippe Conticini a utilisé ça de manière assez extraordinaire. Il faisait des lives tous les mercredis. Tous les mercredis. Il en a même fait un livre d'ailleurs, tous ses Facebook Live. Et ce qui était formidable, c'est que on lui posait des questions. Donc, chef, j'aimerais remplacer le chocolat noir par du chocolat blanc. Est-ce que c'est possible? Et hop, il s'arrêtait. Il arrêtait sa recette. Il disait attention. Il est important de mettre moins de sucre parce que c'est plus sucré le chocolat blanc que le chocolat noir. Et il continuait. Et ça, c'est génial. Et du coup, c'est une question que peut-être d'autres gens se posaient. Et du coup, ça montre que voilà, le chef
et dans la transmission. Et je pense que c'est quelque chose d'important. Les chefs parlent souvent de transmission. Et c'est vrai que les réseaux sociaux permettent de faire ça. Et on voit de plus en plus notamment de groupes qui sont créés autour de régions, autour de quartiers, pour essayer de soutenir une industrie, une ville, etc. Et c'est important justement de pouvoir jouer sur cette entraide et tout ce qu'on peut apporter dans cette communication avec son public, je pense, permet de gérer sa communauté. Et puis après, on est plutôt, et particulièrement dans le domaine de la gastronomie, dans un environnement qui est extrêmement bienveillant. Et donc, si on suit le compte Instagram ou on est abonné à la page Facebook d'un chef, c'est qu'on l'apprécie et donc on peut partager des encouragements. Et puis après, les communautés, elles s'autogèrent entre elles. Et les super fans font la police si nécessaire, etc. Mais généralement, comme le disait Valentine, on est plutôt dans un environnement qui est très bienveillant, surtout lorsqu'il s'agit de partager sa passion. Les super fans, c'est... Les super fans, c'est une notion qu'on a concrétisée par un petit badge qui fait que les utilisateurs les plus actifs sur une page Facebook ont la possibilité d'agrémenter leur profil d'un petit badge qui montre qu'ils sont super fans d'un chef. Et ça veut dire qu'ils sont particulièrement... Super fans d'Olivier. Olivier doit avoir beaucoup de super fans, j'imagine. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, effectivement. Et Barthélémy, comment ça se passe sur YouTube? Alors, il y a aussi une gestion attentive à faire. Sur YouTube, c'est un peu particulier parce qu'il y a aussi des dislikes qui existent moins, un peu sur Facebook, mais un peu moins. On peut mettre des petits pictons, on est en colère sur Facebook, mais sur YouTube, c'est un peu plus difficile, quoi. Il y a des likes et des dislikes et effectivement, alors il y a souvent et surtout, comme le disait Edouard sur la cuisine, c'est la gastronomie, c'est souvent très bienveillant, mais le dislike c'est surtout un message pour le créateur de contenu en disant voilà, ce contenu-là, je l'ai moins aimé par rapport aux autres, donc il y a peut-être quelque chose à revoir. Donc c'est une sorte de feedback qu'on va pouvoir donner aux créateurs. Parce que effectivement, la stratégie, et surtout quand on se lance sur la plateforme YouTube, c'est de tester des formats, de voir ce qui fonctionne moins bien, et de recueillir les résultats dans l'interaction via les commentaires et via les likes. Et l'interaction est tellement importante. Moi, je vais citer un autre Philippe, c'est Philippe Etchebest, qui lui, du coup, fait aussi des lives, va proposer sur YouTube des lives qui vont être des lives de recettes, mais l'intérêt c'est qu'il va donner avant sur Instagram pour le coup, rendez-vous aux utilisateurs et les ingrédients qu'il va utiliser. Donc tout le monde se met ensemble prêt le jour J avec ses ingrédients, avec les ingrédients, exactement, et réalise tout en live. Donc il n'y a rien qui est préparé à l'avance, tout est vraiment fait en live. Ils peuvent poser leurs questions s'ils n'y arrivent pas, s'ils ont une couleur qui est un peu bizarre et qui n'est pas la bonne. Donc on est vraiment dans l'interaction et on a la complémentarité entre les différents réseaux. Et ça permet d'avoir une vraie interaction avec sa base, et ça c'est vraiment animer une communauté. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut répondre à 100% des commentaires, qu'il faut suivre 100% de ce qu'on dit sur nous, puisque c'est absolument impossible et on finit par s'y perdre. Donc il ne faut pas s'y perdre et aller tranquillement dans l'interaction. Alors Patrick Rougereau, juste une question. Comment ça se passe quand on est photographe culinaire et qu'on voit le déferlement de photos et de vidéos culinaires amateurs, le plus souvent, qu'il fait? Est-ce qu'on trépigne en se disant ils sont en train de me piquer mon business et ils le font mal? Non. Ou est-ce qu'on se dit que c'est bien pour la démocratisation de la photo? Oui, je pense que c'est bien et il faut évoluer avec son temps. Et moi, ce que j'essaie d'apporter à mes clients, chefs ou autres, c'est justement de leur apporter une signature photographique. Leur personnalité. Et qui les fasse sortir de ce lot d'images, parce qu'il y a une production d'images qui est colossale. Et on parlait des iPhones, et c'est vrai qu'il y a la majorité des iPhones qui font de très belles images, et c'est vrai qu'on a un peu aseptisé l'image culinaire aujourd'hui, parce que... Dans quel sens? Ça c'est intéressant, mais dans quel sens? Dans le sens où, mais cette aseptisation, voilà, comme je l'appelle, elle suit aussi les tendances. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle d'éco-responsabilité, on parle de naturalité, et c'est ce qu'on retrouve dans les images. On a des images qui sont faites en lumière du jour, enfin, tout un petit peu sur la même ambiance. Mais moi, j'ai un autre parti pris. Ce que je veux, c'est que l'internaute qui tombe sur une image que moi j'ai réalisée pour un chef, il s'arrête et il soit interpellé. Donc, au contraire, moi, ce flow-là, il m'intéresse parce que mon jeu, c'est d'essayer de sortir de ce flow-là. Donc, justement. dans le scroll, l'enjeu, c'est d'être la photo sur laquelle on s'arrête. Exactement, sur laquelle on s'arrête. Ouais. Et ça demande du métier, ça demande du travail. Oui, puis c'est un parti pris. Voilà, moi je travaille qu'en studio, je suis pas en lumière naturelle. Et ce que je veux, c'est que c'est des photos qui interpellent, qui suscitent de l'émotion, et surtout dans lesquelles le chef se retrouve.
Ouais, voilà, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise photo culinaire. Il y a des photos, qui donnent envie, et c'est surtout que le chef, lui, se retrouve son identité dans les images. Et souvent, on a des photos de plats terminés, alors que Patrick, dans ton travail, il y a des choses qui interpellent beaucoup plus. Parfois, on se demande même ce que c'est, alors que c'est une photo prise en macro d'un ingrédient ou d'un fruit, de quelque chose de particulier. La lumière est assez incroyable. Et il y a une vraie dichotomie pour moi entre ce que va faire un profane et qui va prendre la photo de son plat avec son iPhone, mettre un super filtre et faire une très belle photo, et une photo d'un professionnel. Je trouve que ça se voit tout de suite, et effectivement, ça permet aussi de sortir du lot. Les deux coexistent. Donc on finit par retrouver la photo professionnelle comme outil de différenciation. Exactement, on la voit, on voit tout de suite la différence. Je te vois opiner du chef, Edouard. De toute façon, ce qui est très important, c'est d'avoir en tête le fait qu'il n'y a pas de format imposé. Ça n'est pas la vidéo plus forte que la photo amateur plus forte que la photo professionnelle, puisque, in fine, notamment sur les réseaux sociaux, c'est le public qui décide. Donc, si vos photos sont incroyables, elles généreront probablement plus d'engagement qu'une vidéo moyenne. Et donc, à chacun de trouver son audience, à chacun de trouver le contenu qui est le plus légitime et qui parle à une communauté qui a envie ensuite de partager ce contenu, de le commenter et de transmettre un peu ce savoir et cette créativité avec d'autres utilisateurs de la plateforme. Alors un point sur lequel tu es passé tout à l'heure et sur lequel je dois insister, c'est l'aspect business des réseaux sociaux. On a quand même le droit de se parler un petit peu d'argent. Est-ce qu'on peut gagner de l'argent et des réservations via Facebook et Instagram? J'ai l'impression que les restaurants, après on parlera de YouTube, parce qu'il y a aussi la question peut-on devenir riche en étant chef sur YouTube, qui est une bonne question. Est-ce que les chefs utilisent assez Facebook et Instagram comme levier de réservation? Parce qu'aujourd'hui, par exemple, une mannequin comme Émilie Ratajkowski, pour citer la plus célèbre, vend des maillots de bain en direct sur Instagram. C'est ce qu'on appelle des marques verticales. Et elle en vend 10 millions en 48 heures, pour caricaturer, mais c'est à peu près l'ordre d'idée. Et elle le fait en direct par sa page Instagram. Est-ce que les chefs peuvent aussi déclencher des réservations par le biais de Facebook ou d'Instagram? Donc le préalable à tout ça, je le disais tout à l'heure, c'est de générer de l'audience et donc de créer sa communauté. Plus cette communauté sera engagée, plus ensuite elle sera apte à passer à l'acte. Après, il y a différentes manières de monétiser, entre guillemets, sa présence sur la plateforme. On peut générer des revenus directs en notamment insérant des pauses publicitaires dans ses vidéos, par exemple. Ça, c'est un moyen de gagner des revenus directs. Et après, on peut générer des revenus indirects. Ce revenu indirect, tout d'abord, ça peut être d'avoir de manière organique de la communication, tout simplement. Et puis ensuite, de manière plus aboutie, on peut aller convertir cette audience sur soit des réservations. On peut mettre un bouton pour réserver, par exemple, sur sa page Facebook, ou vers un acte transactionnel de type achat. Et donc, effectivement, notamment sur Instagram, on est assez en pointe sur ce sujet de shopping, et qui permet notamment de regarder une vidéo ou une photo, d'avoir un petit pictogramme et ensuite d'aller acheter un livre, etc. Les chefs l'utilisent plutôt bien, et Cédric Grolet, qui a ouvert sa boulangerie-pâtisserie à l'Opéra, a fait la démonstration que les réseaux sociaux permettent aussi d'aller générer 4 heures de queue. Voilà. Notamment. Plus, et puis il y a un certain nombre. Alors aujourd'hui, c'est peut-être plutôt des médias qui l'utilisent fortement, mais des chefs aussi ont la possibilité de mettre en avant leurs livres, pourquoi pas ceux qui ont lancé des marques, qui font du chocolat, etc. Tout ça. L'idée, et d'ailleurs nous, si on accompagne les créateurs sur la plateforme, c'est bien pour leur permettre de soutenir leurs activités, parce qu'on est bien conscient que la communication c'est important, mais qu'il y a derrière toute une économie, et nous, tout ce qu'on peut faire pour les aider à aller plus loin, on le fait. On va parler de la publicité dans un deuxième temps, mais il y a aussi un volet publicitaire et ciblage pour remplir un restaurant localement. Oui, Valentine. Je voulais juste rajouter sur ce que tu dis, que en fait, les réseaux sociaux peuvent être compliqués à utiliser. Et puis, pour des chefs ou des restaurants, d'engager quelqu'un qui fait ça comme travail, ça peut être un très, 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 très bon investissement. Tu peux le faire toi-même. Tu peux le faire avec ton iPhone ou
en commandant un book sur un livre sur Amazon et puis en essayant un peu de comprendre comment ça fonctionne. Mais investir dans un spécialiste des réseaux sociaux avec un photographe qui fait des photos professionnelles, ça va accélérer ton succès, la rentabilisation des réseaux sociaux, mais de manière exponentielle. Combien de temps vous avez mis pour construire votre communauté, Valentine? Ça doit faire 5 ans, mais j'ai eu Par palier. des choses qui se sont passées qui ont fait que ça a augmenté rapidement. Mais c'est du travail constant. C'est tous les jours, tout le temps. Instagram te pénalise si tu poses pas de photos pendant 3-4 jours. Ben, quand tu en postes une, il y a moins de gens qui la voient aussi. C'est des algorithmes qui sont non seulement très compliqués, mais aussi qui changent souvent. Donc, il y a vraiment un côté... Edouard, vous voulez réagir là-dessus? Non, Les algorithmes ne changent jamais, Edouard. C'est bien tout. connu sur Facebook. Pas du tout, mais l'algorithme, c'est une chose, mais l'algorithme, il analyse un certain nombre de signaux, et ces signaux, ils sont à peu près constants. Donc mais c'est vrai que plus on est actif, plus on est vu, globalement. Il y a beaucoup de mythes et de réalités autour de ces sujets-là, et l'idée aujourd'hui n'est pas de les passer en revue, mais c'est vrai qu'il y a toujours... le rationnel, c'est toujours l'engagement que chaque contenu est capable de générer. Et on a eu des exemples d'ailleurs assez récemment de talents qui étaient assez... petits sur Facebook et Instagram qui, parce qu'ils ont trouvé leur audience sur un contenu spécifiquement, ont réussi à avoir une communauté qui a explosé. Il y a une humoriste dont vous avez probablement entendu parler, Inès Reg, à qui c'est arrivé il y a quelques... Qui disait « mets des paillettes dans ma vie, Kevin ». Exactement, et qui est passé de 200 000 à plus d'1 million de fans en 15 jours. Donc on fait dire beaucoup de choses aux algorithmes, aux limitations, aux plafonds qu'on pourrait mettre sur les plateformes, mais il se trouve qu'il y a énormément de contenus qui sont postés sur la plateforme, donc il y a une vraie concurrence effectivement qui existe entre les différents créateurs, et il faut toucher le bon point au bon moment pour être capable de générer cet engagement qui du coup permettra de développer ses vues, développer sa communauté, etc. Donc c'est un exercice qui est subtil, d'où l'importance d'ailleurs pour l'ensemble des créateurs de s'intéresser à leur communauté, et on développe d'ailleurs beaucoup d'outils qui permettent à tous les créateurs de mieux comprendre quelles sont leur communauté. Est-ce que les utilisateurs viennent sur leur page de manière récurrente, quel est leur genre, d'où viennent-ils, essayer de s'adapter un petit peu. Si on rentre dans la machine, c'est vrai qu'avec Facebook, on arrive, et c'est probablement vrai de YouTube, je pense, hein, on arrive à savoir avec précision qui vient voir votre page, garçon, fille, quel âge, quasiment la géographie, le lieu, pas encore le niveau de vie, mais on peut peut-être cibler, en tout cas dans la publicité, on peut cibler par profession. C'est quand même très précis. Et ça, vous mettez ça par défaut pour les utilisateurs. Oui, on a créé un outil qui s'appelle Creator Studio qui permet d'accéder à ces informations-là qui sont nécessaires et qui permettent par ailleurs de comparer sur l'ensemble de ces vidéos, voir celles qui génèrent le plus d'engagement, et du coup ça doit faire naître une réflexion qui est mais qu'est-ce qui fait que ce contenu a plus fonctionné, et la plupart du temps c'est une raison créative ou des maillots de bain. Voilà, ou peut-être une thématique particulière qui du coup doit faire dire aux créateurs qu'ils devraient peut-être approfondir sur ce type de contenu-là, parce que c'est finalement ce que sa communauté a envie de voir. Encore une fois, chaque communauté est différente, et donc d'ailleurs c'est ce qui rend mon travail intéressant, c'est que je n'ai pas de recette magique puisque chacun a des attentes différentes en fonction de son public. Alors on peut partager des bonnes pratiques qu'on observe en France, à l'international, on est une équipe internationale d'ailleurs, on échange beaucoup de pratiques entre nous, mais chacun a une communauté différente, donc peut-être qu'un chef a fait naître une communauté sur la base d'un engagement par exemple lié à son terroir, à ses produits, à sa spécificité, et du coup son audience, elle a envie d'en avoir plus, et donc il faut créer un peu sa ligne éditoriale en fonction de ça. Il faut partir de sa communauté pour créer du contenu. J'ai une question pour lui. Ah allez-y. J'aimerais bien savoir est-ce que tu crois que quelqu'un qui démarre dans les réseaux sociaux, est-ce que acheter de la publicité, c'est un truc que tu conseillerais ou pas? Alors, ce qui est
intéressant quand on démarre aujourd'hui une activité sur les réseaux sociaux, c'est que du coup, en partant de la page blanche, on est capable de se constituer une communauté qui est particulièrement engagée. Et donc, moi, ma recommandation, c'est plutôt de le faire de manière organique, sans sponsoring, en tout cas au départ, parce que ça permet vraiment d'attirer auprès de soi les gens qui sont le plus intéressés, le plus concernés par les contenus que le créateur a prévu au démarrage, c'est être sur le contenu. Et du coup, ça permet de comprendre quel est son public, le noyau dur de son public. Et effectivement, après, on peut se dire que on a identifié le public qui s'intéresse à soi et que donc on peut essayer d'aller chercher un public similaire dans d'autres territoires ou l'élargir un petit peu. Mais moi, je ne viendrai pas biaiser un peu la construction de cette communauté parce que c'est une chance incroyable de comprendre vraiment quel est le cœur de son audience et donc je recommanderais plutôt une approche organique là-dessus. Mais dans un deuxième temps, on peut faire de la publicité donc, pour son restaurant en utilisant en local. Alors Barthélémy, est-ce qu'on peut gagner de l'argent en étant chef sur YouTube? Alors il y a là aussi des légendes urbaines, il paraît qu'on gagne 1 000 € par million de vues, je ne sais plus. Alors, il y a pas mal de légendes urbaines, effectivement. Il y a plusieurs moyens de monétiser sa chaîne. Edouard en a parlé pas mal de similaires, une avec la publicité. Donc, on va effectivement avoir de la publicité qu'on va pouvoir mettre avant ces vidéos. Là, ça dépend complètement, pour rentrer dans des débats techniques du CPM, c'est-à-dire combien les marques vont mettre pour toucher certaines audiences. Les CPM fluctuent énormément dans l'année. À Noël, on sait que puisque tout le monde veut vendre les cadeaux de Noël que les gens vont acheter, les CPM vont être plus élevés. En début d'année, on a dépensé tout son budget, les CPM sont plus bas. Donc c'est vraiment des légendes urbaines. Aujourd'hui, ça dépend complètement de la chaîne et du moment de l'année. Mais les chefs vont pouvoir gagner des sous avec ça. Ils vont pouvoir aussi faire des placements de produits dans leurs vidéos. Souvent, ils sont déjà accompagnés par des marques. Ils vont pouvoir proposer cette vitrine supplémentaire aux marques qui les accompagnent. Donc, leur proposer de la visibilité supplémentaire, de l'association de marques avec eux. On va aussi avoir... c'est aussi de la promotion et du marketing, effectivement, pour le restaurant. Il y a un chef qui a lancé sa chaîne il y a peu de temps, qui a une très belle communauté aujourd'hui, qui est Pierre Sang. Lui, sa communauté, après le lancement de sa chaîne, il fait beaucoup de vidéos avec des youtubeurs connus, donc qui parlent peut-être plus à une plus jeune génération. La démographie de ces restaurants a un peu changé et il y a plus presque d'enfants ou d'ados qui allaient parler à leurs parents en disant je veux aller manger chez le chef qui est sur YouTube. Donc c'est un exemple parfait ça lui a permis lui de renouveler aussi, de se faire connaître auprès d'une jeune génération, évidemment quand on a les prix qui vont avec aussi. Et les chefs peuvent aussi utiliser ça comme un canal marketing, que ce soit pour ça ou que ce soit pour faire passer des idées. Parce que souvent ils ont la frustration avec les autres réseaux de ne pas avoir la place par quelques caractères ou une photo pour faire passer vraiment ces idées et les choses qui nous passionnent. Et avec de la vidéo et avec un téléphone, on peut faire passer beaucoup plus facilement ces idées. Et l'intérêt de YouTube aussi, c'est que c'est une plateforme de long terme. C'est-à-dire que comme c'est une plateforme de recherche, aujourd'hui, on peut vous trouver via votre nom, mais aussi via les produits que vous utilisez, via les recettes que vous faites, via les personnes que vous mettez en avant. Et du coup, votre vidéo, vous la tournez aujourd'hui, mais peut-être qu'elle fera assez peu de vues au début, et puis dans un an, il y aura quelque chose, un pic de recherche autour d'un sujet, qui va faire que vous allez remonter dans les vidéos les plus en tendance sur la plateforme. Donc il faut vraiment garder en tête que c'est une plateforme sur laquelle vous accumulez des vidéos et tout le monde peut les retrouver à tout moment sur n'importe quel appareil. Donc on est vraiment sur une logique de création d'images de long terme. C'est pas du tout une optique court-termiste, il faut vraiment penser au long terme. Oui. Je crois que de manière plus court terme, ou même sur Instagram, ce qui est une manière encore indirecte de monétiser tout ça, c'est de pouvoir avoir accès à... Par exemple, si dans votre restaurant, vous décidez d'utiliser seulement qu'une seule huile d'olive et vous en parlez sur les réseaux sociaux, vous allez avoir, je ne sais pas, 50% de rabais sur vos commandes ou quelque chose. Donc, il y a des manières indirectes également aussi par manière de commanditer, de publicité des autres. On doit vous proposer des posts, ce qu'on appelle des posts sponsorisés. Donc, il y a des marques qui doivent vous contacter à partir d'une certaine audience. Comment vous gérez ça sur les sollicitations des marques? Après un certain temps, à cause du nombre de followers que j'ai, je peux avoir beaucoup de choses gratuitement. Mais quand tu passes un certain cap, à un moment donné, tu leur dis, bon, je ne paierai pas mon loyer avec ta montre gratuite, malheureusement. Donc, est-ce qu'on vous propose de faire des posts, ce qu'on appelle des posts sponsorisés? Oui, souvent. Et est-ce que vous acceptez de rentrer dans cette logique ou pas du tout? Seulement si c'est un produit que j'utilise réellement.
D'accord. Donc vous acceptez de faire la publicité d'un produit que vous utilisez vraiment et vous êtes payé. On a le droit de dire combien vous êtes payé? Non? Oui, mais ça dépend, mais je l'ai fait souvent gratuitement. Par exemple, j'ai été invitée à aller manger par des chefs dans le restaurant. J'ai pas payé mon repas, mais pendant mon repas, j'ai pris une photo puis j'ai dit aux gens, allez manger chez machin, c'était super bon. D'accord. Merci beaucoup. Et on va peut-être prendre d'autres questions du public. Je ne sais pas qui... Oui, monsieur. Qui a été le plus rapide. Good afternoon. Thank you very much for sharing the experience and knowledge. I have one question, but in one question I have three different questions. So one, which social platform is maybe the best to use in 2020 when you are the restaurant and you are selling your product? Alors, quelle est la meilleure plateforme qu'il faudra utiliser en 2020 quand on est un restaurant et qu'on veut vendre son restaurant, son produit? And for the YouTube, how long the video should be to work in the best way? And Could you repeat the question? in YouTube, Pour YouTube, quelle est la taille de la vidéo? Ah, pardon. Ok. and the third one, if there is some new social platform upcoming which is best to start with in 2020 as well, because the Instagram, the Facebook, the LinkedIn is a little bit overpriced or gets overpriced for the businesses. So if there is some new social platform which Okay. is good for the Donc, company quelle to était la start durée use. optimale d'une vidéo sur YouTube, c'est ça. Et puis l'autre question, c'est est-ce que vos plateformes seront encore actuelles en 2020? Est-ce qu'il n'y a pas des nouvelles plateformes qui vont les chasser? En gros, c'est le Il sens de la question qui est un It peu... depends what the goal is. If you Et want to vaut mieux get répondre a répondez en return. français parce qu'il a une traduction automatique. Ah, ok, pardon. Il a une oreillette, donc... Si tu veux un retour sur investissement de temps ou d'argent, moi je dirais Instagram. Si tu veux quelque chose de surtout plus rapide en termes d'effets que tu peux avoir, la nouvelle, j'irais avec TikTok. 100%. Moi, je Edouard? dirais que c'est très complémentaire dans le sens où si tu veux créer une photo, si tu veux créer une vidéo, aujourd'hui, on a la possibilité de créer une vidéo qui derrière est dupliquée sur les différentes plateformes avec un montage qui potentiellement sera différent. Un format plus long, un format peut-être effectivement un peu plus léché pour YouTube, et ensuite un format qui pourrait être raccourci, qui pourrait être même un format vertical ou carré pour d'autres plateformes qui vont te permettre de shooter une vidéo et ensuite de l'utiliser sur l'ensemble de tes réseaux. Et à mon sens, c'est cette économie d'échelle qui fait que tu arriveras à toucher un maximum de personnes, à optimiser tes communautés et derrière à grandir plus vite. Oui, en complément, il y a effectivement une complémentarité des plateformes qui font que il y a des youtubeurs qui utilisent YouTube pour envoyer du monde vers Facebook ou Instagram, des Instagrammeurs qui utilisent leur plateforme pour envoyer du monde sur YouTube. Tout ça est une grande circulation, donc je pense qu'il y a effectivement une grande complémentarité entre les différents environnements. Après, ce qui est la plateforme pour 2020, ce qui est très intéressant, et c'est aussi un peu notre objectif en participant au Chef World Summit, c'est d'essayer de comprendre quelles sont les attentes du marché et puis ensuite d'essayer de remonter ces commentaires aux équipes produits et essayer d'évoluer en permanence. Lorsque Instagram, par exemple, a lancé IGTV ou Facebook a lancé Facebook Watch, on l'a fait parce que on a eu la demande d'avoir un environnement dans lequel on peut retrouver plus facilement de la vidéo au sein de nos applications. Donc on est très à l'écoute et je pense qu'on est des plateformes qui évoluent en permanence. Donc en 2020 et même après, les plateformes elles auront déjà évolué et elles répondront aux usages du moment. Est-ce qu'il y a une autre question? Thank you very much. D'autres questions dans la salle? Non? Pas de questions? On va faire la conclusion? Si? Madame, non? Vous avez pas de... On va faire une petite conclusion générale de chacun. Edouard, commencez. Conclusion sur le sujet des chefs et des réseaux sociaux. Je pense que un réseau social, c'est un environnement dans lequel on échange, on converse
Et quoi de mieux que la gastronomie et la passion qui anime les chefs pour alimenter ces discussions. Et c'est pour ça qu'on est très heureux d'être présent cette année au Chef World Summit et d'échanger avec les chefs. Et c'est un vrai aboutissement aussi pour nous de voir qu'on permet aux uns et aux autres d'aller toucher un public différent et nouveau. Et d'ailleurs, pour rebondir sur l'anecdote de Valentine sur le barbecue qu'elle a organisé chez elle, je ne pense pas que les réseaux sociaux ce soit un monde virtuel ou un monde à part. Ça n'est que le reflet de la réalité, sauf que on permet de rapprocher l'émetteur du récepteur et on permet à des gens qui habitent loin, qui n'ont pas les moyens pour aller dans un restaurant étoilé, de découvrir des choses auxquelles ils n'ont pas accès, de rêver et puis peut-être un jour de pouvoir avoir la chance de fréquenter un de ces établissements. On permet aux chefs qui ne sont pas forcément en salle ou ne passent pas leur temps à discuter avec le public, de comprendre quelles sont les attentes de leur clientèle. Et donc voilà, ça n'est qu'un reflet de la réalité et qui permet de part et d'autre d'enrichir la relation et vraiment de gérer cette transmission. Barthélémy ? Moi, je dirais qu'aujourd'hui, les réseaux, il ne faut pas les prendre dans le mauvais sens, c'est-à-dire ils sont à votre service. C'est-à-dire que c'est un outil que vous pouvez utiliser pour en faire ce que vous voulez. C'est vraiment un outil qui existe et vous en faites ce que vous voulez. Et il ne faut pas que ça devienne une contrainte. On parlait tout à l'heure de est-ce qu'il faut que mon plat soit absolument instagrammable. Je ne pense pas que ce soit dans ce sens-là qu'il faille le prendre, mais comment je peux me servir de toutes ces plateformes pour atteindre mes objectifs, quels qu'ils soient. Tout le monde a des objectifs différents, tout le monde a des communautés différentes et il faut vraiment ne pas en avoir peur et se lancer et voir, ne pas avoir peur de faire des erreurs et in fine, vous allez, tout le monde n'aura pas la croissance fulgurante de Cédric Grolet, mais tout le monde a sa place, tout le monde a sa communauté et il suffit de tester pour réussir. À un moment, c'est sûr que vous allez réussir. Juste, j'ajoute quelque chose, tu as tout à fait raison, c'est très intéressant, le test and learn, tester des choses, c'est très important, et la beauté des plateformes, c'est que si un contenu ne fonctionne pas, personne ne le verra. Donc chacun peut essayer, puisque c'est finalement les contenus qui fonctionnent le mieux qui sont visibles. Donc la pire des choses sur les réseaux sociaux, c'est que personne ne vous voit finalement. C'est le seul risque que vous prenez vraiment. Valentine, un mot de conclusion. Pour conclure, je pense que je rappellerai aux gens que les réseaux sociaux peuvent avoir un effet négatif et également un effet positif. Puis je pense que spécialement les chefs ou dans le monde de la cuisine, vous êtes souvent vus comme des modèles. Donc c'est hyper important oui, c'est sûr, c'est un business et puis c'est une manière d'attirer des gens chez vous. Mais il faut également toujours se rappeler que vous êtes une influence. Donc l'information que vous partagez avec les gens, c'est important. Il y a beaucoup de gens qui vous écoutent, il y a beaucoup de gens qui vont baser leurs habitudes de consommation grâce à vos décisions. Donc, c'est important d'encourager les gens à arrêter de manger certaines espèces de thon, à arrêter de bouffer du saumon complètement. Jamais. Il ne faut pas manger de saumon, du tout. Pas manger de saumon. On peut s'en parler pendant longtemps, mais bon. Donc, c'est ça. C'est d'utiliser ces réseaux sociaux-là et puis cette influence que vous avez sur les gens ou que vous allez avoir sur les gens de manière qui soit positive et puis qui laisse une trace qui ne sera pas négative après. Olivier, un mot de conclusion et de conseil, alors peut-être pour vos collègues chefs. De rappeler encore pour moi l'utilité vraiment très importante des réseaux qui me permet d'exister, de capter une clientèle. On parlait tout à l'heure de la publicité. Nous, les beaux contenus, on essaye de les booster pour les développer encore et ça marche. Ça ne nous coûte pas très cher. Je rejoins Valentine sur le fait de professionnaliser les réseaux. Nous, depuis quelques mois, on a pris l'appui sur un community manager parce que c'est trop de travail. Donc à un moment donné, on le faisait mal. Donc on a pris quelqu'un qui s'occupe de poster, on lui donne du contenu, elle en poste, on en poste aussi. Donc on arrive à mixer de la photo en direct, de la photo de photographe. Donc on joue un peu sur tous les tableaux. Et surtout d'entretenir une relation aussi, je le fais moi en direct, mais quelqu'un qui répond au maximum de personnes pour pas les oublier, parce que pendant 4 ans, j'ai négligé tous les commentaires positifs en considérant que c'était acquis, on répondait aux négatifs et jamais aux positifs. Et j'ai pris conscience il y a 1 an qu'on n'était vraiment pas dans le bon sens.
que c'était un manque de respect presque envers nos clients. Et donc là, on travaille vraiment là-dessus. Et je découvre, moi, du haut de mes 42 ans, Instagram. Donc on s'est connecté à Instagram depuis 2 mois, parce que je pense que c'est vraiment l'outil de demain aussi. Il y a une génération Facebook et une génération Instagram. Et donc là, on attaque là-dessus et c'est vraiment important. Patrick, un mot de conclusion du photographe alors. Ouais, donc moi je suis pas de la génération réseaux sociaux, donc je suis obligé de m'y mettre. Et c'est vrai que pour nous, en parlant entreprise, c'est un développement de chiffre d'affaires qui est nouveau. C'est une autre approche de la photo, c'est une autre façon de la travailler. Ça génère aussi une concurrence qui est nouvelle. On est en concurrence, entre guillemets, avec des blogueurs, comme on le disait tout à l'heure, des influenceurs, qui produisent de l'image. Mais je pense que, comme on le disait aussi, chacun a sa place là-dedans et qu'il faut justement apporter des... Moi, c'est mon job, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est justement apporter une signature différenciante pour qu'on fasse émerger nos clients à travers ces réseaux, quoi. Alors peut-être, quelles sont vos adresses respectives? Quelles sont les adresses de réseaux sociaux que vous pouvez donner où on pourra vous suivre? Alors, c'est ma femme qui vous dira, moi c'est Patrick Rougereau, quoi, tout Patrick simplement. Rougereau. Ouais, sur Instagram, Facebook, Twitter et LinkedIn. D'accord. Olivier. Nous, on a une page au nom du restaurant, l'Audace Restaurant. Et alors puis, l'Audace, c'est LODAS. LODAS, c'est mes initiales en fait. D'accord. Donc on est sur l'Audace Restaurant, sur Instagram et sur Facebook. Valentine. À commercial Valentine Thomas, c'est tout. Mais Sur Instagram. Hein. Oui, exactement. Et puis juste pour dire, si les gens vous donnent des commentaires négatifs, c'est vraiment super important de leur faire sentir important, parce que après ça, dès qu'il y a des gens qui font des commentaires négatifs, ce qui est la peur de beaucoup de gens dans les réseaux sociaux, ces gens-là vont vous défendre, mais comme si leur vie ceux qui font des commentaires positifs vont vous défendre des commentaires négatifs, donc on a intérêt à soigner les deux, ce que disait Olivier tout à l'heure. C'est une loyauté qui se crée dans une communauté qui est extraordinaire. Moi, j'aide à gagner de la visibilité, mais je n'ai pas personnellement de présence en ligne. D'accord. Pas de chaîne YouTube. Edouard, non plus. Un Twitter quand même. Oui, je suis sur Facebook, Instagram et plein d'autres réseaux sociaux, mais ça n'est pas ma vocation, donc allez sur facebook.com, instagram.com. Merci beaucoup. On les applaudit très fort. Et on les remercie pour cette dernière soirée.